Bonsoir à toutes et à tous. Mon petit verre d'eau. Alors, je vais d'abord vous demander de vous imaginer, mais d'imaginer vraiment, vraiment, quoi. Alors, ça va parfois être difficile, mais vous habitez au 16e étage d'une tour de logement social. Vous avez 80 ans bien tapés. L'ascenseur tombe en panne. Vous prévenez la société propriétaire de votre logement et pas de réaction. 1 semaine, 2 semaines, quelques mois même passent et l'ascenseur n'est pas réparé. Vous êtes évidemment incapable de monter et descendre les 16 étages. Vous êtes comme emprisonné chez vous. Imaginez-vous encore, vous habitez dans un quartier où les rues sont tellement sales, mais vraiment sales, crachats, urine, déchets, que quand vous passez la porte de chez vous, vous êtes obsédé par ce qui colle à vos semelles. Et ça vous dégoûte, mais profondément. Imaginez-vous encore que la plaine de jeu du coin de votre rue est perpétuellement démontée par les habitants pour en faire du bois de chauffage. Imaginez-vous alors que, comme un bon citoyen, vous voulez agir, vous voulez parler de tout ça à quelqu'un. Alors, vous vous rendez à la commune, vous voulez rencontrer quelqu'un de la commune pour raconter, mais vous ne pouvez rencontrer personne. Vous devez prendre rendez-vous sur Internet. Mais en fait, vous ne savez pas avec qui vous devez prendre rendez-vous. Alors, vous cherchez avec quel sera le service compétent pour telle ou telle problématique, et puis quand enfin vous arrivez sur la page pour prendre rendez-vous, pas de rendez-vous avant 2 mois. Honnêtement, vous, moi, tous, qui s'acharnerait? En fait, la démocratie, c'est absolument là qu'elle commence, et c'est là qu'elle trébuche. La démocratie commence avec ce sentiment que ce qui fait votre quotidien compte pour quelqu'un. En fait, on n'a jamais autant parlé de démocratie, de participation, mais le lien entre les habitants et les services publics, le fossé grandit avec la crise Covid, il s'est accéléré avec la digitalisation. Les services sociaux et quelques autres rescapés sont les seuls à garder un accueil sans rendez-vous pour les citoyens qui passent simplement la porte. En fait, ce sont les seuls à s'être vus imposés par le législateur, non sans difficulté, mais on en comprend toute la pertinence, un accueil inconditionnel, sans condition. Alors, ces dernières années, je ne vous décris pas la saturation de ces services. Cette impression de devoir servir d'accueil pour tous les services, publics et privés d'ailleurs, qui ont fermé leurs portes. Les communes, les banques, les syndicats, les services de pension, le service fiscalité qui vous aidait pour votre déclaration d'impôt. Ils servent parfois même de relais entre les habitants d'un immeuble et la société de logement social juste en dessous. Bon, vous allez me demander où est-ce que je veux en venir. Alors, des services publics et privés qui n'assurent plus d'accueil pour les citoyens et qui sont devenus inaccessibles physiquement et même souvent par téléphone, je suis certaine que vous l'avez expérimenté. Ensuite, des services sociaux, publics ou privés, qui accueillent les citoyens et deviennent petit à petit ce qu'on appelle à la Fédération des services sociaux des sous-administrations. Ils deviennent des monsieur et madame paperasse. Je me souviens un jour d'une dame dans une salle d'attente qui me disait « Avant, je pouvais venir au service social pour parler de ma tristesse, après le deuil de mon mari. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un papier à régler ou une facture, ça ne sert à rien. Ils n'ont plus le temps. » Donc, situation avant, des solidarités froides, les mécanismes de solidarité de la sécurité sociale gérés par des services publics. Les solidarités chaudes, la cohésion sociale, les difficultés des quartiers, des jeunes, des rues, en fait, ce que j'appelle la démocratie bas-seuil, toute l'attention et la considération pour ce qui fait votre quotidien était géré par les services sociaux. Alors aujourd'hui, vous me voyez venir, si les services sociaux s'occupent des solidarités froides, qui s'occupe des solidarités chaudes? Qui va chercher les gens là où ils sont? Qui prend le temps de savoir comment ils vont? Qui va leur expliquer les services qui existent dans leur quartier, qu'est-ce qu'il est possible, pas possible? Qui va prendre soin de leurs besoins pour leur rue, pour leur quartier, pour leur environnement? En fait, c'est sur base de ces constats qu'on s'est lancé avec une kyrielle d'autres acteurs de l'éducation permanente, de la culture, de la santé, du social, dans ce qu'on appelle les bricots. Alors les bricots, c'est un dispositif... Alors je vais d'abord dire, les bricots signifient d'abord le bureau de recherche et d'investigation sur les communs. C'est un dispositif qui est tout petit. En fait, aussi petit que cette première marche de la démocratie qu'il faut réparer et qu'il faut reconstruire.
entre les habitants et le quartier, entre les habitants et les services publics du quartier, entre le quartier et les habitants, entre les associations qui font face à des défis communs dans des quartiers. Mais il est aussi très grand par ses ambitions, redonner de la valeur et de la considération pour ce qui est prioritaire pour les gens. Alors, c'est vrai que les Bricots, on s'est rendu compte que c'était aussi une brigade des réparations immédiates et collectives. Immédiates, parce que ce qu'on pense qui démotive et ramollit la démocratie, c'était cet énorme espace-temps entre le moment où on identifie une problématique et le moment où elle est résolue. Quand vous avez un problème, par exemple des rats dans votre logement, ce n'est qu'un exemple, je pourrais dire le pavé sur lequel vous trébuchez tous les jours, ou les immondices dans votre rue qui s'entassent, le temps entre le moment où les services publics ont connaissance du problème et le moment où vous voyez les premières tentatives de résolution est long, mais surtout semé d'embûches. Le Bricot, c'est en fait une très humble tentative, parmi de multiples autres, de mettre ensemble des acteurs qui partagent un même territoire pour tenter de relancer les solidarités chaudes et nourrir cette toute petite première marche de la démocratie. Concrètement, comment ça marche ? Un Bricot, ça dure 3 jours, mais il y a un avant et un après dont il faut prendre grand soin. Avec les travailleurs sociaux, on identifie des quartiers qui nous semblent délaissés et où on pense qu'il est vraiment temps de reprendre contact avec les habitants, de récolter leurs paroles sur les réparations à faire et d'agir. Je dis bien, et écoutez bien, récolter la parole, on le fait beaucoup, et agir, c'est au cœur du dispositif. Ensuite, avec cet acteur ou ces acteurs, on liste toutes les forces vives du territoire. Les forces vives formelles ou informelles, le service travaux de la commune, parfois ceux qui ramassent les poubelles, le CPAS, les éducateurs de la maison de jeunes, parfois même la pharmacie, enfin tous ceux qui, sur le territoire, ont des leviers. On contacte ces acteurs et on leur demande d'organiser avec nous ce qu'on appelle une marche exploratoire. C'est un moment où on va déambuler avec eux dans le quartier et où ils vont nous raconter le quartier, ce qu'ils y vivent, ce qu'ils y voient, les enjeux qu'ils perçoivent. On va aussi profiter de ce moment pour essayer de trouver un local idéalement non identifié par personne. Pourquoi ? Parce qu'on veut essayer de toucher les publics avec qui plus personne n'est en contact. Si vous faites une activité dans le local du foyer Scarbécois, vous allez avoir que les gens du logement du foyer Scarbécois. Si vous faites une initiative dans la maison de jeunes, vous n'aurez que les jeunes. Donc il faut idéalement un endroit non connoté qui n'appartient à personne et à tout le monde. Ce serait un autre débat, mais c'est un véritable défi. Alors, lorsque le lieu est trouvé, on fixe 3 jours, 3 journées, pendant lesquelles se dérouleront le Bricot, et pour les mêmes raisons que la question du local, on va demander aux acteurs du quartier de disparaître pendant ces 3 jours. Alors, c'est là que se mettent en danse les logisticiens, le crieur, les cuisiniers, les chercheurs, parce que le premier enjeu est de rendre le lieu joyeux et convivial. Alors vous allez me dire que c'est un détail. Eh bien, vous savez, nos villes, elles sont inondées de lieux joyeux et conviviaux, de tiers-lieux pour la classe moyenne et la classe supérieure avec des jus de gingembre à 4,50 €. Mais quand vous passez la porte d'un service social ou d'un CPAS, je vous assure que la vétusteté des locaux, ce qu'elle vous renvoie en termes de considération que la société vous accorde, eh bien, ça impacte beaucoup l'impression de compter dans cette société. Les jours qui précèdent le Bricot, le crieur va sonner aux portes et prévenir les gens. Pendant 3 jours, on sert à manger gratuitement ici en bas, le café le matin, le petit déjeuner, le repas de midi, le goûter. Vous pouvez venir seul, en famille, simplement pour manger, et si vous le souhaitez, pour nous raconter le quartier, ce que vous y vivez, ce qui est important pour vous. Pendant ces 3 jours, il faut le voir, c'est petits plats dans les grands, service à table, entrée, plat, dessert, du café moulu sur place, des crêpes, etc. Et pendant ces 3 journées, on va récolter la parole des habitants. On va leur demander si vous deviez réparer quelque chose, par quoi vous commenceriez ? Alors il y a des habitants qui viennent et qui ne disent rien. Et ce n'est pas un souci. On sait bien que quand la parole a été tue depuis tant d'années, c'est parfois difficile de la faire émerger. Et puis pour d'autres, les choses se tissent. La priorité du moment, c'est les rats. C'est un médecin accessible, c'est la plaine de jeux, c'est le manque de poubelles et les dépôts clandestins, surtout beaucoup. C'est le manque d'espace vert ou d'espace tout court. En fait, quand vous vivez dans un petit logement, souvent insalubre, la nécessité d'espace commun dans les quartiers est indispensable, or si rare. Alors le dernier jour, on réinvite tous ces gens qui avaient fait la marche exploratoire, tous ces acteurs du quartier, et avec les habitants, on liste les priorités récoltées pendant les 3 journées. Et alors,
c'est là que le comité de regard, celui qui était constitué pour la marche exploratoire, devient le comité de réparation. Et là, c'est un moment très très important. Cette dernière étape, c'est de se répartir les réparations. Qui va faire quoi? Les réparations immédiates, quelques poubelles, un voyage à la mer pour les jeunes, quelques pots de fleurs ou des bancs de fortune en palettes, des choses comme ça. Et puis, les moins immédiates, la dératisation par exemple. Et puis, les beaucoup plus lointaines, construire un espace pour les jeunes, peut-être avec des containers et des choses comme ça. Ce qui est important ici, en fait, c'est de ne pas lâcher. Pour ça, il faut serrer les coudes, il faut passer le relais, il faut ne pas se lasser, il faut réinventer des nouvelles stratégies, il faut harceler les acteurs, il faut utiliser les contacts de tout le monde et s'assurer qu'aucune des revendications importantes ne tombe aux oubliettes avec le départ d'un travailleur. Ce comité de réparation va perdurer et va continuer à se rassembler. Et l'idée aussi, c'est de continuer à informer. Donc, dans ces comités de réparation, il y a des habitants, mais pour ceux qui n'y sont pas, on fait de la communication pauvre. On met des affiches. Ici, la commune placera une poubelle dans 2 semaines. La dératisation aura lieu dans 2 mois. Pour le banc, nous l'installerons samedi prochain avec des palettes. Notre courte expérience, 1 an et 12 bricots au compteur, nous enseigne 5 choses. D'abord que ceci est un conte de fées. Chaque bricot se déroulera évidemment différemment en fonction des territoires, de la dynamique entre les acteurs, de l'énergie des travailleurs, des habitants, etc. Deuxième chose, les réparations, en fait, c'est un objet symbolique qui permet de réparer la considération envers les habitants. Ils sont fatigués, mais fatigués qu'on récolte leurs paroles pour ne rien en faire. Troisièmement, le bricot ne cherche pas à réparer le quartier, mais à réparer les dynamiques de quartier pour préparer les crises futures. Quatrièmement, on parle beaucoup du déficit des citoyens envers le politique et les institutions, mais on parle beaucoup moins du déficit de confiance des institutions et du politique envers les citoyens. Des logiques paternalistes et classistes qui sont encore à l'œuvre et qui affectent très, très profondément nos démocraties. Et enfin, cinquièmement, l'espace du citoyen se réduit tous les jours, alors que l'on fait appel sans arrêt à la participation et à l'implication. Il est visible dans les quartiers que les habitants sont tenus en étau entre, d'une part, la pression du marché immobilier privé qui fait main basse sur la ville et sur la manière d'y habiter, et d'autre part, les règlements communaux qui soumettent le moindre acte dans l'espace public à une kyrielle d'autorisation. En fait, là où on voudrait faire grandir le sentiment d'appartenance à la cité, on crée en fait exactement le contraire. Plus rien ne semble appartenir à personne, personne n'est responsable de rien, on ne trouve jamais la personne qui pourra faire les choses. Ça donne le sentiment que la rue ne nous appartient plus, ni le quartier, ni parfois même le couloir de votre immeuble. Dans ces conditions, prendre une initiative résulte du miracle. Et peut-être que seule la désobéissance sera un remède. Merci.